Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch. Bonjour Matteo. Bonjour. Benjamin Lucas, bonjour. Vous êtes coordinateur national de Génération. Bonjour à vous. Bonjour. Jean, que vous êtes à distance pour nos auditeurs qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube, de plus en plus nombreux. Et puis sur l'application Sud Radio. Enfin, c'est pas l'application, il faut aller sur le site de Sud Radio si vous voulez nous voir. Mais c'est vrai qu'on fait de la radio d'abord et avant tout. Donc, merci de nous suivre, en tout cas, toujours plus nombreux. Jean-Claude Beaujour, bonjour. Vous êtes avocat, vice-président de France-Amérique. Bonjour à vous. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et vous avez publié Le progrès est-il dangereux chez Humain Science. Merci à tous d'être là ce matin. Emmanuel Macron positif au Covid, c'est le sujet dont s'est emparé toute la presse, tous les médias français. C'est un événement national, on va en parler. Est-ce qu'il y a une folie médiatique quand même autour de ça? Mais ça pose quand même un certain nombre de questions. Est-ce qu'il a été imprudent? Est-ce que le président de la République est un homme comme les autres et doit être soumis aux mêmes contraintes que les Français? Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. Et puis début des vacances d'hiver, allez-vous obéir aux consignes? Allez-vous faire attention, être à moins de 6? On va en parler évidemment avec vous. Petit tour de table avec vos coups de gueule, vos coups de cœur. Jean-Claude, on va commencer avec vous. Jean-Claude Beaujour. Oui, moi je pense qu'il y a une très bonne nouvelle américaine, je dirais, puisque la nomination de Deb Haaland, la première femme amérindienne à être nommée au gouvernement américain, elle aura pour mission de protéger un certain nombre de territoires naturels, de ressources naturelles, et elle est très engagée dans la défense des Native Americans. Je pense que c'est une bonne chose. Alors ne soyons pas naïfs, c'est pas cela qui va révolutionner ou modifier considérablement les influences économiques sur ces sujets-là, mais en revanche, le fait d'avoir une présence, une Native American, c'est important. Mais est-ce que c'est de la com, comme dirait vous savez, la politique, c'est aussi de la communication, parce que c'est un symbole. Je veux dire, bien sûr, elle ne va pas elle seule révolutionner, mais elle pourra être présente. Elle sera la voix d'un certain nombre de ceux qui ont été les premiers présents aux États-Unis, parce qu'on dit souvent l'Amérique d'origine, les primo-arrivants, les premiers habitants, ce sont quand même les Native Americans, et c'est important. C'est un message fort qui est envoyé, et à elle, en revanche, d'utiliser cette dimension, ce symbole, pour pouvoir effectivement faire avancer les dossiers, faire avancer les sujets. les choses. Benjamin Lucas, c'est un coup de gueule. Ouais, coup de gueule. Si je vous dis qu'on va avoir une forêt tropicale dans le Pas-de-Calais, vous me répondrez que je délire et qu'il est temps que je prenne des vacances de Noël. Ouais. Pourtant, c'est ce qui est en train d'être en construction. Il y a un projet qui s'appelle Tropicalia, mais qui en réalité glace le sang, d'une forêt tropicale sous serre dans ma région des Hauts-de-France. Et donc non, ce n'est pas une plaisanterie. Il va faire. L'idée, c'est de construire quelque chose dans lequel il fera toute l'année une trentaine de degrés. C'est une absurdité écologique. J'ai pas besoin de décrire pourquoi. On va on va détruire des terres agricoles. Il y aura de la pollution avec les voitures. Et puis c'est un projet qui est complètement aberrant. C'est une absurdité économique parce qu'il n'y a que quelques dizaines d'emplois créés pour 50 millions d'euros d'investissement. Puis c'est une absurdité sociale. Ouais. Moi, j'étais assistant d'éducation dans la région. Les gamins à Amiens, chez moi, à quelques dizaines de kilomètres de la mer, ils n'avaient jamais vu les belles plages de la baie de Somme. Les merveilles, elles existent à proximité. Et on pourrait d'ailleurs permettre à chacune et chacun d'y aller. Donc, coup de cœur, du coup, pour les associations qui se mobilisent, qui nous invitent à une manifestation dimanche midi à Renduflier, donc sur le site, sur notre beau littoral que je vous invite à découvrir pour toutes et tous. Et on invite évidemment, on appelle, on aimerait bien que la région de M. Bertrand retire ses aides, les prêts ou les infrastructures qu'elle veut mettre à disposition pour ce projet qui est scandaleux. Donc, on parle d'inscrire l'impératif écologique dans la Constitution. On peut déjà commencer par mettre fin à ces projets qui, objectivement, sont dignes d'une autre époque, qui ne sont pas en phase, qui échappent au bon sens en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Mais quelle est la justification qui est donnée à cela ? Ce sera faire du fric puisque les entrées seront payantes. Donc le but, c'est d'avoir un lieu, une sorte de parc exotique dans le Pas-de-Calais. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune espèce de justification, si ce n'est de faire payer très cher celles et ceux à qui on vendra un peu de rêve quelques heures, mais qui en réalité seront dépouillés de leur argent pour aller dans ce site. Bon, écoutez, j'étais pas au courant de ce projet, donc c'est pas mal. Pourtant, alors je vais peut-être juste renchérir deux minutes sur. Alors c'est parisien, on va me dire, mais je pense qu'à chaque fois que je dis des choses sur Paris, on me dit mais c'est ce qui se passe chez nous aussi.
où on voudrait que Paris soit plus vert. Et moi, quand je vois l'état des plantes à Paris, c'est absolument scandaleux et dramatique. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on veut faire des forêts à Paris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Benjamin Lucas. Ça va dans le sens... c'est pas exactement la même chose, parce que là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais sauf que Anne Hidalgo dit qu'elle veut faire une forêt à Trocadéro. Quand on voit ce qui se passe avec les arbustes, les plantes qu'il y a en ce moment dans les bacs à fleurs à Paris, moi, ça me fait mal au cœur. J'ai envie de voir de la verdure, pas des machins desséchés. Elle a raison, Anne Hidalgo, parce qu'il faut végétaliser nos villes. C'est aussi un instrument pour amener de la fraîcheur en période de canicule. Mais je suis d'accord avec vous, mais qu'on le fasse correctement. Elle ne propose pas une serre tropicale, elle propose des arbres qui sont des arbres locaux. Oui, mais je suis d'accord, sauf qu'ils sont en train de crever un peu partout, qui sont plantés dans le béton et que pour l'instant, c'est mal fait. Alors, peut-être que la forêt sera différente, mais planter une forêt à Paris, certainement, c'est une bonne idée d'un point de vue écologique, mais encore faut-il le faire correctement. En tout cas, tout ce qui a été végétalisation et ce que je vois en ce moment à Paris me paraît un peu curieux. Mais en tout cas, merci de nous avoir informés de ce projet de serre tropicale, effectivement, qui paraît étonnant. Matteo Ghisalberti, c'est un coup de cœur ? Oui, c'est un coup de cœur un peu ironique, dans le sens que il y a un communiqué de presse qui est sorti hier, un communiqué de presse du Conseil rhénan qui réunit en fait les régions frontalières du Rhin, donc l'Alsace, le Grand Est, pardon, les Bade-Württemberg en Allemagne et aussi la Suisse du Nord-Ouest. Donc les différents cantons. Et ce communiqué de presse a invité le Conseil fédéral suisse à examiner si, compte tenu de cette situation particulière du coronavirus, il ne serait pas préférable de fermer également les pistes de ski suisses, vu que les pistes de ski des pays frontaliers avec la Suisse sont fermées. Et c'est un peu un coup de cœur parce que je dis, d'un côté, quelqu'un enfin a levé le petit doigt pour dire excusez-nous, faisons les choses vraiment un peu coordonnées. Mais c'est aussi un coup de cœur parce qu'il montre l'impuissance de l'Europe qui nous est imposée comme la seule destinée pour le continent, le vieux continent. Et en fait, on se rend compte que surtout à cause du coronavirus, c'est chacun pour soi, on doit essayer de gagner du temps parce qu'à un moment, on devra fermer. Et donc, tant qu'il est possible, on laisse skier les gens en Suisse et puis on verra plus tard. Entre-temps, il y a de toute façon une espèce de concurrence déloyale entre les stations de ski suisses et celles des autres pays. Oui. Donc c'est effectivement parfois un manque de cohérence. De cohérence évident. On va se retrouver dans un instant, Arnaud Benedetti, vous aurez votre coup de gueule, et moi aussi d'ailleurs. Allez, ensuite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour les débats d'actualité. Arnaud Benedetti, donc votre coup de gueule concerne, on l'a évoqué hier, le passeport vert. Oui, donc c'est une initiative, je crois, du groupe centriste UDI à l'Assemblée nationale et d'une parlementaire, Madame Six. Alors, ça part d'une très bonne intention, c'est d'inciter les Françaises et les Français à se vacciner, mais l'idée, c'est une idée très contraignante, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, vous ne pourrez retrouver une vie normale, c'est-à-dire pouvoir vous rendre dans des lieux de culture ou dans des restaurants ou dans des cafés, à partir du moment où vous avez ce document qui atteste que vous vous êtes fait vacciner. Alors je crois que c'est inspiré d'une initiative israélienne qui n'a pas vu le jour jusqu'à présent. Moi je trouve que d'abord, sur le plan du principe, c'est encore ce discours injonctif, contraignant, qui consiste à tous les jours un peu plus infantiliser les Françaises et les Français. Je crois qu'on a largement eu ce discours depuis maintenant plusieurs mois et je pense qu'il est contre-productif. Et il est contre-productif même quant à l'objectif qui consiste à inciter les gens à se vacciner. Je crois que le professeur Fischer, qui est l'homme qui coordonne la stratégie vaccinale, a eu de ce point de vue, me semble-t-il, un discours qui était assez rationnel, bien évidemment, venant d'un scientifique, mais très cohérent. C'est-à-dire qu'il a considéré que ce qu'il fallait d'abord, c'est être transparent et éviter toutes les injonctions qui peuvent braquer, cabrer l'opinion publique. Donc je pense que c'est une très mauvaise idée, encore une fois, une très mauvaise idée, bien évidemment, sur le plan des libertés publiques, et une très mauvaise idée également sur le plan, j'allais dire, de la communication sanitaire.
c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a évoqué hier, c'est un côté. Enfin, après, je n'ai pas vraiment moi d'avis sur la question, mais certains disent que ça semble à une obligation de se faire vacciner. C'est du genre, soit vous êtes vacciné et vous pourrez aller au resto et au cinéma, soit vous n'êtes pas vacciné et tant pis pour vous. Là où c'est important, effectivement, qu'il y ait une volonté d'inciter. Oui, mais il ne faut pas qu'en revanche, celui qui ne se sera pas fait vacciner soit interdit d'entrer au restaurant ou au cinéma, etc. Oui, mais c'est là où il faut. C'est un peu l'idée de ce passeport. Vous en pensez quoi, Benjamin Lucas ? On peut se poser la question. Moi, je suis partagé entre la nécessité, effectivement, qu'il faille le plus grand nombre possible de Français se vaccinent, sinon on ne sortira pas de ce virus. Et en même temps, je suis toujours un peu gêné avec les mesures contraignantes, parce que c'est pareil, je ne suis pas sûr, quand on voit le degré de complotisme qui existe, que le meilleur moyen de le combattre soit ce genre de mesures. Voilà. Après, oui, il faudra en passer par une vaccination massive et il faudra inciter le plus grand nombre. J'aimerais qu'on n'ait pas à avoir recours à ce genre de choses, parce que sinon, effectivement, on est quand même dans un débat en permanence sur le degré de liberté publique. Qui devient inquiétant, parce que qu'est-ce que c'est là, c'est pour la bonne cause, j'allais dire qu'on oblige à être vacciné pour entrer dans un restaurant, mais qu'est-ce qui dit que demain on va pas être dans une surenchère où on va mettre des contraintes différentes sur des choses différentes. Donc là je crois aussi qu'il faut raison garder et tout faire vraiment dans ce laps de temps-là pour convaincre nos concitoyens. Alors il faut dire que c'était une proposition, hein, c'est pas d'un groupe de députés, donc c'est pas quelque chose qui est proposé par le gouvernement. Matteo Ghisalberti. Moi aussi, je suis très partagé dans le sens que, d'un côté, alors je précise, je ne suis pas un anti-vaccin. Je me fais vacciner depuis quelques années, par exemple contre la grippe. J'ai fait mes vaccins normalement. Là, j'ai quelques perplexités sur la rapidité avec laquelle on propose de se faire vacciner, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de recul. Mais ça c'est quelque chose que... Matteo, il y a beaucoup de médecins qui ont expliqué pourquoi on était arrivé aussi vite à un vaccin. C'est que cette souche du SARS, elle est connue et qu'il y a eu 2 milliards, je crois, qui ont été mis par Donald Trump, qui ont été donnés pour la recherche. Donc il y a eu des avancées très rapides parce que c'est ancien. Disons que, je profite, entre guillemets, de mon statut de personne non prioritaire pour gagner du temps. Disons comme ça. Mais en tout cas, je trouve, comme disait Benjamin Lucas, un peu inquiétant le fait que maintenant, c'est pour éviter le problème avec le Covid, mais plus tard, qui nous dit que ça pourrait être quelque chose de plus grave. Et c'est intéressant parce qu'un peu partout en Europe, il y a cette attitude, cette épée de Damoclès sur les gouvernements. Même dans la petite République de Saint-Marin, par exemple, le gouvernement pense de s'orienter vers une solution un peu mi-figue, mi-raisin, dans le sens qu'il n'oblige personne à se faire vacciner, mais les citoyens qui ne seront pas vaccinés devront payer de leur poche la santé publique. Donc c'est incitatif. C'est pareil, c'est incitatif, absolument. Mais un peu contraignant aussi. Absolument. Oui, vous vouliez dire, Jean-Claude? Juste un point très pratique, parce que lorsqu'on met en place une mesure, il faut voir comment très concrètement elle va être appliquée. Si on va jusqu'au bout du raisonnement, on met en place un passeport, vous arrivez au restaurant avec 3 copains, 6 personnes, vous avez fait une réservation, le restaurateur va commencer à trier qu'il accepte, qu'il n'accepte pas. Exact. Vous voyez un peu, la complexité. Je parle à l'avocat. Est-ce que le restaurateur peut avoir une autorité pour alors pareil, est-ce qu'il aura une délégation de service public, etc. Bref, il y a des tas de détails concrets. Alors le type, lui, il est là pour gérer son restaurant, pour faire à manger. Vous lui demandez de jouer la police, c'est très compliqué. Et après, on dira, il va y avoir des faux passeports. Et puis on dira, on met en place des mesures qui ne sont pas appliquées. Et on dira, que faire parce qu'on a pris des mesures. Non, sauf que les mesures, il faut les appliquer. À partir du moment où le vaccin n'est pas obligatoire, c'est extrément difficile de contraindre. Il y a un problème, j'allais dire, de rupture d'égalité. Donc l'idée du passeport part à l'évidence d'une bonne intention, mais après il faut creuser un peu le sujet et là à la réflexion je me dis qu'il y a quand même des petits sujets derrière. Allez, pour faire la transition, alors nos auditeurs ont pas mal réagi et un de nos auditeurs, Stéphane, a réagi à ce que vous disiez, Jean-Claude Beaujour, en disant que c'était aussi pour apaiser les tensions avec les Amérindiens canadiens, où il y a beaucoup de tensions entre les différents absolument les différents peuples natifs, et donc cette nomination est destinée aussi à apaiser absolument, parce que ce sont des peuples en danger par ailleurs, qui souffrent de problèmes sociaux, d'exclusion sociale, de difficultés économiques. Et qui sont parmi les plus touchés, je crois, par le Covid, c'est ce que j'ai entendu. Par le Covid, par l'alcoolisme, etc. Donc c'est vrai qu'il y a de vrais sujets. Il est temps de
probablement pour le gouvernement américain de prendre le dossier à bras-le-corps. Allez, pour faire la transition avec notre président de la République qui a été testé positif avec de très légers symptômes, nous dit-on, une petite toux, mais bon, il est placé à l'isolement. Je voulais vous faire écouter les recommandations de Jérôme Salomon pour nous, Français, voilà. Et bon, je suis volontairement taquine parce que il y a ce débat effectivement. Est-ce que le président de la République est un homme comme les autres? Est-ce qu'il doit lui aussi se conformer aux recommandations qui sont faites? Écoutez Jérôme Salomon, en tout cas les recommandations qui étaient données hier. À table, vous le savez déjà, c'est le bon sens. 6 adultes maximum et nous gardons nos distances. Évitons par exemple de partager nos couverts, nos verres, les plats, ne trop nous croiser. Aérons les pièces le plus souvent et le plus longtemps possible. C'est très important, surtout si les personnes restent longtemps dans le même lieu. Enfin, ceux qui le peuvent pourront privilégier les repas à l'extérieur. Voilà, donc privilégier les repas à l'extérieur. On a coupé un petit peu avant, il paraît qu'il aurait précisé après qu'il faisait beau dans certaines régions. Alors c'est drôle, c'est qu'Olivier Véran était en même temps sur France 5 où on lui a passé le son et où il a dit moi à Grenoble ça va être compliqué de manger dehors. Mais vous savez que la France c'est aussi la Polynésie, oui. Les Antilles. J'espère et Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est plus compliqué d'aller dîner dehors. Non mais il fait beau, même s'il fait beau, effectivement en dehors des dômes et des tomes généralement, même si on peut déjeuner sur la Côte d'Azur dans le sud, dans certaines régions de France, dîner ou le réveillon dehors, on va avoir des pneumonies. Le professeur Salomon a dit 6 à table, c'est le bon sens. Non, juste une précision. Non, c'est une règle qui est fixée. Il n'y a pas de question de bon sens. C'est peut-être il pensait au bon sens médical, mais c'est une consigne. C'est pour ça que c'est important pour le sujet que vous présentez. C'est une règle, c'est une consigne que l'on fixe et on demande à chacun de respecter la règle que l'on fixe. Alors voilà, donc la question c'est ce fameux dîner qui a eu lieu à l'Élysée, puisque à l'issue donc du test Covid du président de la République, on a appris qu'un dîner avait rassemblé quelques ténors de la majorité. Alors est-ce que le président a été imprudent avec ce dîner? Arnaud. Alors Arnaud. Écoutez, moi je suis un peu gêné par cette affaire parce que ça fait d'ailleurs plusieurs heures qu'on m'interroge sur ce sujet et qu'on veut que je prenne des positions qui soient des positions qui condamnent absolument de manière catégorique ce dîner. Alors évidemment, ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'à partir du moment où vous ne cessez de répéter des consignes aux Françaises et aux Français quant à leur comportement durant ces fêtes de Noël et que vous-même, vous ne paraissez pas les respecter, il y a forcément un hiatus entre la parole de l'État et la pratique qui est celle de l'État pour appliquer les consignes qu'il édicte aux autres. Donc ça, en effet, en termes de communication, c'est pas très bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, je crains que malheureusement... moi, je pense que le problème de ce pays, c'est que les élites françaises, c'est une réalité, ont quand même un comportement d'ancien régime. Depuis très longtemps d'ailleurs, ça date pas d'Emmanuel Macron, d'ailleurs ça s'est largement diffusé quelles que soient les majorités, c'est-à-dire que c'est un peu surtout d'une certaine manière deux poids deux mesures, c'est-à-dire quand vous êtes au pouvoir, vous vous affranchissez d'un certain nombre de contraintes ou de règles que vous édictez aux Français. Ça c'est pas bon, surtout dans le contexte général où finalement on voit que dans ce pays il y a un sentiment très fort de défiance vis-à-vis des élites. Donc ça pose ce problème-là aussi en l'occurrence. Après, un chef de l'État, c'est quelqu'un qui, par la lourdeur de sa charge, la fonction qui est la sienne, a une vie sociale qui est largement plus intense que la moyenne des Françaises et des Français. Sauf que là, le problème, c'est que ce sont des affaires d'ordre domestique qu'il gérait, c'est-à-dire un dîner qui finalement avait pour objectif de régler certainement un certain nombre de sujets internes à la majorité. Donc ce n'était pas l'État qui était en première ligne, en l'occurrence, c'était plutôt le chef de la majorité, c'est-à-dire le Premier ministre et le Président de la République. Oui, absolument. Alors on va marquer une pause, on va continuer ce débat, appelez-nous, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à réagir, en tout cas sur le Facebook, sur le YouTube de Sud Radio, et à nous dire, oui c'est ça, en gros, on nous dit de faire, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Voilà, c'est un peu ce qui ressort de vos commentaires.
parlementaire et on a un petit peu de mal à comprendre la cohérence. C'est ce que nous dit Marie-Hélène, d'autant que ce dîner, visiblement, n'était pas un dîner essentiel, qu'il réunissait des gens qui parlaient plutôt des régionales. Donc on se retrouve dans un instant avec vous, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, celle de ce dîner organisé par l'Élysée et qui nous a été révélé par Le Point à l'issue donc du test positif du président de la République. On en parle avec Matteo Ghisalberti, Benjamin Lucas, Jean-Claude Beaujour et Arnaud Benedetti. Jean-Claude Beaujour, vous vouliez réagir à ce que disait Arnaud Benedetti sur ce hiatus? Oui, absolument. Je pense que pour qu'on soit très clair, le président de la République n'est pas un homme comme un autre. Il est évident, quand on a un certain nombre de pouvoirs, on n'est pas monsieur tout le monde. Là-dessus, on est d'accord. Deuxièmement, qu'on a énormément de rencontres, ça absolument. Je pense qu'il faut faire la différence entre les rencontres qui sont essentielles et les rencontres qui ne le sont pas. Là, apparemment, ça n'était pas une rencontre liée à l'exercice de ses fonctions de président de la République. Je pense, vous avez dit que j'étais vice-président de France-Amérique, je pense que dans les pays anglo-saxons, on aurait très rapidement, pour éviter précisément la polémique excessive, on se serait dit, effectivement, ça arrive que chacun, même sans s'en rendre compte, l'histoire des 7 nains, il y en a un 7e qui est dehors, on le laisse ou on le laisse pas, il arrive qu'on se fasse gauler, parce qu'il n'a tué personne, etc. Il faut pas non plus pousser. Eh bien, c'est très simple, j'aurais payé l'amende et on n'en parle plus. Ça peut arriver à tout le monde. Sauf qu'il n'y a pas de motif d'amende. Oui, mais il y a le couvre-feu n'a pas été respecté. Le couvre-feu n'a pas été respecté. Est-ce qu'on peut estimer que, parce qu'il y a des attestations quand vous travaillez, vous avez... Oui, mais là, il faut que dans l'exercice du métier nécessité... Pas sûr qu'il y ait motif à verbalisation. Oui, mais attendez, je pense que là, on n'est pas sur un sujet... Il y a un peu de juridique, mais on est sur aussi un sujet sociologique. Nos concitoyens ont besoin de comprendre que ceux qui édictent la règle, globalement, la respectent. Et donc, effectivement, là, on sent bien, puisque personne n'est très à l'aise sur ce sujet. Non. Donc, je pense que le plus simple aurait été de dire, OK, j'ai pas été très bon sur ce coup-là, je propose moi-même de payer l'amende, puisque, je me suis fait gauler, et on n'en parle plus. Terminé. Benjamin Lucas. Oui, moi je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'Emmanuel Macron ne serait pas un homme comme un autre. Il a une fonction qui n'est pas une fonction comme les autres, mais ce qui n'a rien à voir avec sa qualité d'individu. Juste 2 observations là-dessus. La première, c'est qu'on est en train de faire un effort colossal dans la société pour faire de la prévention, pour nous expliquer, et il faut le faire, et j'en profite de ce temps de parole pour le redire, qu'on doit faire attention à l'occasion des fêtes de fin d'année pour nous protéger nos proches et éviter que cette épidémie enfle encore plus. C'est déjà terrible et on le doit à nos soignants et à nos proches. Mais ensuite, je disais, sa fonction n'est pas une fonction comme les autres, mais là, donc moi, je comprends très bien que le président de la République, il ait des réunions qui nécessitent qu'on déroge au couvre-feu, etc. Je ne suis pas pour mettre la présidence de la République sous cloche. Par contre, là, ça a été dit, on n'était pas dans l'exercice de sa fonction. Enfin, pardon, avoir Castaner et Bayrou à table pour parler politique et pour gérer les affaires de la majorité, d'abord, ça peut se faire sur Zoom. Regardez la preuve, nous, on débat, on fait de la politique par numérique. Non, on ne fait pas de la politique. Et puis, en plus, c'est quand même quelle image d'envoyer aux Français, effectivement, en disant... Là, je peux déroger pour convenance politique personnelle. Et puis, j'ajoute, c'est tout à fait subalterne, mais quand même, ça induit aussi une espèce d'inégalité avec les forces d'opposition, puisque lui peut déroger au couvre-feu, et que nous autres formations politiques, on respecte les règles strictement, on ne se réunit pas physiquement pendant toute cette période, parce qu'il faut le faire et que c'est bien. Et du coup, il y a une inégalité là entre la majorité présidentielle et ses oppositions. Je crois qu'en démocratie, c'est jamais sain quand il y a d'une manière ou d'une autre une forme d'inégalité qui s'installe. Complètement. Mais ce qui pose problème dans ce dîner, effectivement, ce sont les participants. Je pense qu'il y a eu un dîner 2 ou 3 jours avant qu'a évoqué Marlène Schiappa, où ils étaient 6, je crois, ou 7. C'était des ministres. Donc on travaille là. On se demande ce que François Bayrou, Christophe Castaner, Patrick Mignola, Stéphane Séjourné, Richard Ferrand, je vous les cite tous, Alexis Collère, Thierry. Beaucoup de femmes, d'ailleurs. On sent que là, les barrières ont été appliquées strictement. Thierry Solère, ça a été. On se pose la question de l'urgence d'un dîner comme celui-là en pleine pandémie. Mathéo? Effectivement, ce qui cloche, c'est le dîner. On pouvait tranquillement se voir un Zoom à la même heure sans problème. Et puis, effectivement, je suis complètement d'accord avec les fonctions. On peut être heureusement être amené à travailler au-delà du couvre-feu si on est le président de la République et on doit gérer le pays. Mais là, effectivement, à mon avis, toute cette histoire a
rappelle aussi qu'il y a un problème dans le fonctionnement des institutions de la Ve République, parce qu'il y a une concentration de pouvoir. Et là, on le voit aussi parce que le Premier ministre doit être en auto-isolement parce que il risque d'avoir été contaminé, même si son premier test est négatif, et espérons aussi le deuxième. Mais après, on doit dire aussi que pourquoi le président de la République doit faire le chef de parti. Effectivement, comme disait Benjamin Lucas, dans les oppositions, on ne peut pas faire des réunions après 8 heures le soir, à part via Zoom. Et ce sont des réunions, on me précise que ce sont des réunions sur l'attestation qui ne peuvent pas être déplacées. C'est-à-dire des réunions qui sont impératives, c'est un motif impératif. Mais est-ce qu'on doit manger tous ensemble? C'est-à-dire Est-ce qu'on est obligé de dîner tous ensemble, et peut-être aussi avant de se faire un apéritif, je ne sais pas. Non, c'est vrai. Pardon, mais vous imaginez quand même, dîner avec Castaner et tomber malade, moi j'appelle ça la double peine quand même. Là, il faut profiter de la pandémie. Ça, c'est méchant. Ça, c'est de la politique. C'est méchant. Ça, c'est de la politique. C'est de la politique. Visiblement. C'est de la mesquinerie, c'est pas de la politique. Visiblement, il a été contaminé quand il était à Bruxelles. Et c'est vrai qu'hier soir, on a pu voir dans il n'y a pas de rapport de cause à effet entre sa contamination et ce dîner. Non, c'est ça. Non. Mais c'est vrai que ça veut dire aussi que le virus circule. Vous avez bien fait de le rappeler, Benjamin Lucas, qu'il faut être prudent. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit le président de la République à Bruxelles faire des checks avec le poing, avec le coude. Là aussi, c'est pas normal. Oui. Quand on check comme ça, désolé, mais pareil. Les mains se touchent. Oui. Et si on ne les lave pas tout de suite après, on peut transporter les virus. Après, moi, je ne suis pas un médecin, mais il faut tout simplement un peu de bon sens. Ouais. Mais c'est vrai qu'on nous l'a dit. Au début aussi, ça fait partie de la com du gouvernement. Dites-vous bonjour avec le coude. Après, ça s'est transformé en comme ça. Oui, mais sauf que le coude, je ne le mets pas dans la bouche après. Enfin, en général, je ne suis pas un contorsionniste. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais on peut aussi parler de la folie médiatique, et nous y participons, autour de les chaînes d'infos étaient en breaking news avec des hypothèses. Vous avez été très sollicité. Je confirme, mais si vous voulez, déjà des hypothèses totalement absurdes, c'est-à-dire la question qui consiste à savoir qui va le remplacer. S'il y a un risque de perturbation des pouvoirs publics, de la continuité de l'État, bien évidemment que non. En l'occurrence, on voit bien. D'abord, il a été précisé dans le communiqué de l'Élysée que le président continuait à assurer ses fonctions, qu'il s'isolait conformément aux consignes qui s'appliquent à toutes et à tous. Donc, il n'y a aucune perturbation aujourd'hui dans le fonctionnement de l'organisation de l'État. L'État, ce n'est pas seulement d'ailleurs le président de la République, le Premier ministre, c'est des administrations centrales, c'est des milliers et des milliers de fonctionnaires. Donc, tout fonctionne, en l'occurrence. Par contre, là où ça pose un problème, c'est que en termes de communication, pendant quelques jours, le président de la République sera moins visible, il ne pourra pas se déplacer comme il avait l'intention de le faire au Liban pour être auprès de nos militaires lors du réveillon, je crois, du 24 au soir. Donc ça limite son champ d'action en termes de communication. Mais c'est le seul impact que ça a aujourd'hui sur la vie politique. Absolument. Bien sûr, mais zéro. Arnaud Benedetti, vous avez raison, mais on vient de dire, et je pense que tout le monde est d'accord, qu'en France, le président de la République concentre énormément de pouvoir. Donc il est évident que la situation du président tout de suite pose des questions. Non, mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, les éléments médicaux nous laissent à penser qu'il n'y aura pas de problème et que dans 8 jours, il sera... Mais vous savez, on ne pourra jamais éviter le fait qu'un chef d'État, et c'est vrai un peu partout, lorsque le chef de l'État, lorsqu'un grand patron est malade, souvenez-vous qu'à l'époque, chaque fois qu'il y avait un grand patron français qui avait le Covid, on avait un breaking news, on avait une information, et il y a même des plans de continuité dans un certain nombre d'entreprises, parce que c'est comme cela. Après, n'exagérons rien, le président, a priori, a une forme légère, et dans 8 jours, ça sera terminé. En tout cas, il y a les exemples historiques de la Ve République, où on a eu des présidents de la République qui ont parfois été beaucoup plus malades, qu'il s'agisse de François Mitterrand, qu'il s'agisse de Georges Pompidou. Il n'y a jamais eu interruption, en l'occurrence, du fonctionnement des pouvoirs publics. Mais la question s'est posée pour François Mitterrand sur la dernière année du mandat. Je peux vous dire qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires
plus ou moins, qui étaient suffisamment informés, me disaient, on sait qu'on ne pouvait pas avoir le président plus d'une heure par jour, etc. C'était extrêmement compliqué. Il avait des traitements lourds. Il me semble que lorsqu'il est allé dans le débat avec Philippe Seguin, il y avait en 92, il y avait effectivement, il y a tout un sas médical qui avait été apporté sur place. Parce qu'il avait été opéré quelques jours avant. Juste, vous voulez réagir, Benjamin Lucas? On a un sujet d'ordre politique quand même qui est qu'effectivement, ça montre à quel point la 5e République est obsolète. Parce que moi, je vois une hyper-consommation de proches du président de la République. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter prompt rétablissement en notre nom à tous, je l'espère, au président de la République. Il y a eu beaucoup de choses assez détestables. Ne soient pas touchés. Mais on a une surproduction de communication pour dire il est au travail quoi qu'il en coûte. Mais en fait, c'est pas dramatique quand quelqu'un est malade qu'il prenne quelques jours de repos, fût-il président de la République. Moi, je ne crois pas à l'idée du surhomme. Et il faudrait que notre démocratie, pour le coup, se guérisse de ce point de vue-là et accepte l'idée que tout ne doit pas reposer sur un seul individu qui, en plus, presque tout le temps, même tout le temps dans l'histoire de la 5e République, est un homme et à qui on attribuerait tous les pouvoirs. Là aussi, pour le coup, il faut que notre démocratie se vaccine contre cette hyper-présidentialisation qui est complètement absurde. Alors, on a une auditrice, Catherine, qui nous dit, Jérôme Dubus, qui vient de temps en temps dans cette émission sur CNews, dit c'était une réunion sur l'écologie. Et elle dit, sans Pompili, c'était une femme et c'était une réunion entre potes. C'est assez drôle. La justification sur l'écologie sans Pompili, là aussi. Terrible. Je ne sais pas s'il y a eu des éléments de com qui ont été envoyés, mais c'est pas terrible comme argument en tout cas. Ah oui. Oui, Mathéo. Valérie, en tout cas, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, que tous les chaînes ont cet engouement sur cet argument. En même temps, encore une fois, ça dérive c'est une dérivation de la forme institutionnelle de la France, dans le sens que quand on a cette concentration de pouvoir, forcément, s'il arrive quelque chose au numéro 1 du pays et qu'il y a beaucoup de fonctions, il faut s'en préoccuper. Enfin, en Amérique, c'est plus simple, entre guillemets, dans le sens qu'on sait qu'il y a le vice-président qui, dès qu'il arrive quelque chose au président, il va être même déplacé, on ne sait même pas où il va être caché, entre guillemets, mais parce qu'il doit être en mesure d'assurer la continuité du pouvoir. Bien aussi le président de la Chambre des députés du Congrès, américain. Je vous fais un autre exemple. Il y a quelques jours, pendant le Conseil des ministres italien, la ministre de l'Intérieur a été testée. Bon, on pourrait se dire pourquoi elle s'est fait tester pendant le Conseil des ministres, mais en Italie, on est toujours un peu créatif. Le Conseil des ministres a été suspendu et la chose, en tout cas, a repris après tranquillement. Mais parce qu'on n'a pas une concentration de pouvoir dans les mains d'une seule personne. Moi, j'ai une pensée pour nos confrères journalistes que j'ai vus devant la lanterne ce matin et qui vont passer 15 jours dans le froid à Versailles. Une semaine. Une semaine. Bah non, Valérie, vous pouvez lister toutes les personnes qui ont eu le Noël ruiné définitivement parce qu'il y a les chefs d'État qui ont participé au Conseil de Bruxelles, les journalistes, qui encore. Absolument. Non, mais là, c'était pour ceux qui sont devant la lanterne et qui vont commenter rien pendant une semaine avec leur micro. Il va se coucher, il s'est réveillé. Même pas, ils sont au courant de rien, mais c'est le buzz de l'info où il faut qu'on ait des gens devant la lanterne. Juste par rapport... C'est un vieux phénomène, c'est le phénomène de cour. Sur Louis XIV, c'était exactement la même chose. Bien sûr. Mais par rapport... Le lever du roi, le coucher du roi. Ce qu'on peut, malgré tout, pour que ça touche aussi l'ensemble de nos concitoyens, ce qu'on peut tirer aussi de cet enseignement, c'est que le fait d'avoir un chef d'État qui, au demeurant, est jeune et nous lui souhaitons un prompt rétablissement, ça doit vouloir dire que Monsieur Tout-le-Monde a le droit, sur son lieu de travail, d'être malade, de se soigner et de retrouver autre. Parce qu'on a tendance à stigmatiser ceux qui, à un moment donné, sont souffrants. On a tendance à mettre à l'écart ceux qui ont des traitements lourds. Et ça peut réhumaniser la dimension malade sur le lieu de travail, parce que c'est aussi un sujet important pour beaucoup de nos concitoyens. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Qu'allez-vous faire à Noël? Serez-vous prudent? Respecterez-vous la règle des 6 à table? On va parler de ce qui a été effectivement demandé aux Français. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, j'allais dire faire un lapsus terrible. Effectivement, Catherine, notre auditrice qui nous a informé que Jérôme Dubus avait argumenté d'un dîner écologique, il y avait dans son message que des plaintes, et comme je n'avais pas l'information, avaient été
déposées. Effectivement, des plaintes ont été déposées contre Jean Castex et les leaders de la majorité. C'est Capital qui nous dit ça. Plusieurs dirigeants pour leur participation à ce dîner, un dîner de travail. Donc on l'a expliqué. Donc mandaté par 2 associations, le collectif Victimes Coronavirus et le Pendus, je ne sais pas, qui regroupe des commerçants et des artisans indépendants qui ont été transmis au procureur de la République. Une plainte contre X pouvant être contre l'ensemble des participants au dîner, à l'exception du président de la République et du Premier ministre, pour mise en danger de la vie d'autrui. Ça a un sens, Jean-Claude Beaujour, ça évoque tout à fait ce que vous disiez au début. Enfin, moi, je pense qu'il y a un peu d'excès là-dedans, parce qu'après on peut lancer une plainte. Est-ce qu'il y a des éléments, je ne sais pas ce qui a été présenté, proposé. Je pense qu'il y a un peu d'excès là-dedans. Il faut arrêter tout cela. Moi, je pense qu'il faut pas non plus. Je pense que la situation est trop grave, que les uns et les autres nous avons trop d'échéances à venir pour pouvoir se perdre dans ce type. Là, en revanche, il faut raison garder. Moi, je vous ai donné mon point de vue. Je pense que sur ce dîner, il y a un peu de dérapage. Pour autant, le lien de causalité, il faudrait qu'il y ait un lien de causalité, il faudrait qu'il y ait victime. En fait, tout ça, on dérape. Là, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Non, mais apparemment, oui, donc ces plaintes, vous en pensez quoi, Benjamin Lucas? Ça vaut une plainte? Moi, je ne l'aurais pas fait. Après, si des gens pensent qu'ils sont fondés à porter plainte, la justice dira ce qu'elle a à en dire. Bon, voilà, moi, je pense que la faute, là, elle est surtout morale et politique vis-à-vis de l'exemplarité pour le pays. Et c'est ça le plus important et le principal. Je ne suis pas pour judiciariser à outrance les erreurs et les fautes des dirigeants politiques, parce que je pense que c'est jamais comme ça qu'on règle les problèmes. Par contre, dénoncer publiquement et la faute morale et sanitaire du contre-exemple qui est donné, oui, ça c'est nécessaire et on l'a fait, on a été nombreux à le faire, mais là, est-ce que ça nécessite une plainte en justice les uns et les autres? Je ne suis pas sûr. Non, alors il est précisé par l'Élysée que le dîner avait lieu dans la salle des fêtes de l'Élysée, donc cette immense salle qu'on voit quand le président fait des conférences de presse. Donc les distances étaient respectées, qu'il y avait à 2 mètres les uns des autres, etc. Mais c'est pas la question C'était pendant le couvre-feu. C'était pendant le couvre-feu et plus de 6 à table. Donc et avec les restaurants fermés. Non, mais c'est intéressant que l'Élysée réagisse. Ça veut dire que quelque part, malgré tout, la controverse pose problème. Bien sûr. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Personne n'est à l'aise avec ce dîner, puisque certains vous disent c'était pour discuter de politique, d'autres vous disent que c'était l'environnement, etc. Et puis Castaner a eu une autre explication. On comprend très bien. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il vaudrait mieux dire, comme beaucoup de Français, parfois, on n'est pas toujours attentif, parce que c'est vrai que les règles sanitaires aujourd'hui sont complexes et parfois compliquées à respecter. On ne l'a pas respecté, on paye l'amende et on passe à autre chose. Bon, je voulais... oui, qui voulait réagir? Non, je voulais ajouter une petite chose. Je voyais que la plainte pour le collectif Les Pendus est représentée par Maître Divizio, qui a aussi représenté les comités C19, qui a obtenu les perquisitions des bureaux et des domiciles des anciens ministres ou des ministres. Oui, absolument. À suivre. Donc, on vous a demandé ce que vous allez faire. Alors, vous nous répondez. Michel Dutarn pose une bonne question. On nous demande d'être 6 à table pour le réveillon, mais comment fait-on quand on est seul? Effectivement, il y a aussi des gens qui sont dans la précarité, qui n'ont pas les moyens de fêter Noël. On parle de l'esprit de Noël, mais on a aussi des gens qui nous disent j'ai 4 enfants, comment je fais? À qui je dis de pas venir? 6 petits-enfants, comment on fait? Donc, c'est vrai qu'il a été dit que c'était un Noël un peu particulier. Donc, mais je rappelle... il faut juste quand même rappeler que ce ne sont que des consignes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, d'ailleurs fort heureusement, juridique d'appliquer cette consigne. Moi j'ai vu un sondage, je crois qu'il y a à peu près un tiers des Français, il me semble, j'ai vu ça ce matin, ou plus, qui considèrent que ils ne respecteront pas la jauge qui est recommandée par les autorités sanitaires. Mais quand même ça pose un problème de fond. Moi je suis tout à fait conscient de la difficulté sanitaire à laquelle se trouve confronté l'ensemble de la société et puis les pouvoirs publics. Enfin, quand même, on voit maintenant qu'il y a, malgré tout, la volonté de plus en plus forte qui s'exprime sous couvert de sanitaire de régenter la vie des gens jusque dans leurs moindres détails. Moi, je crois que quand même, ça pose un problème de fond dans une société qui se veut une société démocratique et une société libérale. Et je pense que ce débat, quand même, était suffisamment posé. Et moi, je suis quand même très surpris
depuis le début, que finalement on a une opinion publique qui, dans le fond, je veux dire, s'accommode assez bien de ces mesures qui sont des mesures de contrainte et qui sont des mesures de contrainte qui, en effet, mettent quand même en suspens un certain nombre de libertés fondamentales. Oui, parce que alors, pour des raisons, j'ai une explication. Hein. J'ai une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, je pense que c'est le phénomène de la peur aujourd'hui. C'est le phénomène de la peur qui explique qu'on est prêt, finalement, à accepter le recul d'un certain nombre de libertés. Sauf qu'on ne gouverne pas une société indéfiniment avec la peur. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est profondément inquiétant. Il y a eu près de 60 000 morts tout de même par cette épidémie, qu'on voit que le président de la République a été contaminé, que c'est un virus qui circule. Donc, je ne mésestime pas la dangerosité du virus, je ne mésestime pas la difficulté qu'il y a à gérer la situation, mais on ne peut pas non plus ne pas se refuser, disons, à poser cette question. Est-ce qu'on va accepter cela très longtemps? Parce qu'il y a quand même à un moment donné un déséquilibre. Il y a un déséquilibre entre l'enjeu, j'allais dire, de sécurité sanitaire et la question des libertés publiques. C'est la raison pour laquelle il nous faut en quelque sorte, ça peut être l'occasion de repenser notre futur. Parce que ce virus, tout d'abord, il ne va pas s'arrêter au début du commencement des vaccins. On en a pour toute l'année 2021 quasiment. Hein, il faut se dire les choses. Hein. Et puis, on pourrait très bien avoir d'autres virus. Et puis, il ne faut pas oublier que des virus, on pourrait en avoir ailleurs. Et on voit bien que les virus, ça se transporte. Tout ça, on est dans un monde globalisé, qu'on le veuille ou non. Et c'est plutôt comment est-ce qu'on va gérer notre futur sur un certain nombre de sujets, y compris équilibre entre sécurité sanitaire, terrorisme, risque de terrorisme, et puis liberté publique, liberté d'aller et venir, équilibre au sein de notre planète. Tous ces sujets sont des sujets auxquels on pensait, mais aujourd'hui qui s'imposent à nous. Il faut véritablement qu'on y pense. On fait quoi maintenant ? Oui, dans un autre sondage qui a été réalisé pour le Parisien, de très nombreuses personnes donc assurées être prêtes à mettre en place les gestes barrières. 94% des personnes interrogées vont se laver les mains avant chaque repas, 87% aérer les pièces plusieurs fois par jour et 80% n'allaient pas faire la bise aux proches issus d'autres foyers. Et c'est vrai que visiblement les Français sont relativement convaincus par toutes ces... Et c'est vrai qu'il y a un décalage, et je le dis aussi à chaque fois, entre ce qui est dit sur les plateaux de télévision, même sur les plateaux de radio, où on a des gens qui sont qui sont toujours dans la polémique et dans la rébellion, et les Français qui, à leur grande majorité, oui, Benjamin, ou qui est, j'ai pas entendu. Qui sont dociles. Je voulais seulement ajouter une petite chose à ce qu'il disait Arnaud Benedetti, qui me voit d'accord. Et c'est aussi le fait d'avoir mis entre parenthèses la liberté d'entreprendre et la liberté économique. Parce qu'on s'est dit souvent, mais on a des effets économiques, mais c'est pour finalement les sauver. Oui, mais entre-temps, on a empêché de facto à certaines catégories, au moins de personnes qui auraient pu de toute façon travailler des façons plus allégées, des façons à distance, etc. Mais en effet, on a empêché de travailler à beaucoup plus de monde que demandé. Benjamin Lucas, un mot sur ces gestes barrières. Vous nous avez dit que vous alliez les respecter. Oui, bien sûr, et on ne peut qu'inviter chacun à le faire. Juste sur ce que disait Arnaud Benedetti, moi je suis d'accord, je pense que le sujet de réflexion pour l'avenir, c'est celui de où se prennent les décisions et comment elles sont discutées, parce qu'une décision, elle est d'autant plus suivie qu'elle a été débattue dans un cadre démocratique, évidemment, que chacun a eu accès aux données qui ont permis de prendre ces décisions. Et moi je regrette que par exemple on ait ramené un conseil de défense qui n'a aucune valeur constitutionnelle, le fait de prendre des décisions alors qu'il y a un conseil des ministres qui existe, ou un dîner, Parlement, voilà, ou dans des dîners avec d'obscurs représentants de la majorité qui sont pas élus pour faire ça, François Bayrou, il est maire de Pau, il n'est pas élu pour décider de l'avenir sanitaire du pays. Il est maire de Pau, donc il peut décider de l'avenir sanitaire à Pau. Voilà, donc ça, mais je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la Ve République. On a besoin là aussi, pour faire face, pour préserver nos libertés et pour en même temps être le plus efficace possible dans la lutte contre les épidémies, les pandémies, on a besoin que la décision soit prise de façon sans doute plus apaisée, plus démocratique et plus transparente. Ça évitera aussi tous les délires complotistes auxquels on peut assister. Je crois que c'est important qu'on revienne à une
une expression de la démocratie et des libertés publiques beaucoup plus normale et raisonnable, et y compris parce que je pense que c'est le meilleur moyen de faire appliquer des consignes qui parfois sont très dures. Et on l'a vu, les Français, ils ont appliqué très strictement les consignes de confinement, etc. Moi, je suis très fier de notre capacité collective de résilience face à cette pandémie. Maintenant, il faut aussi qu'ils puissent... Voilà, par exemple, sur les lieux de culture, moi, je ne comprends pas la décision qui a été prise. Mais ça, on en a parlé toute la semaine, tous les jours. Mais il y a plein de décisions comme ça. 6, pourquoi 6 et pas 8, etc. Et les restaurants et les cafés et tout ça. Vous avez raison. Mais on vous a entendu et c'est vrai qu'on... Mais il faut les appliquer, évidemment, les consignes. Merci à tous les quatre. Oui, attention pour les fêtes, absolument. Et ne mettez pas papy et mamie dans le jardin à moins d'habiter aux Antilles, comme vous le disiez, Jean-Claude, ou en Polynésie, effectivement, parce que la consigne, hier, l'évocation de Jérôme Salomon nous a fait sourire. Merci à vous et on se retrouve lundi. Nous serons là lundi pour d'autres débats. Très bon week-end à tous.